Oui, justement, qu'est-ce qui reste de cette époque après la perestroïka, toutes les années 90 Bah, il reste l'américanisation quand même, qui est très forte. Hein. Il faut pas oublier que la Russie n'est pas l'alternative aux États-Unis. C'est-à-dire que il y a une pénétration occidentale qui est très forte, notamment au niveau de la jeunesse, au niveau des élites économiques qui sont toujours compradors et traîtres. Hein. Le poisson pourrissant toujours par la tête. On le voit en Amérique latine. Donc il faut pas rêver. Mais il y a une double société. Il y a une société. Ils ont réussi à faire une espèce de jonction, on va dire, entre une fascination pour le monde moderne qui est fondamentalement américain. Je suis allé à un concert de rock dans une salle très belle d'ailleurs, sponsorisé par l'équivalent de Apple, mais de l'Apple russe, parce que les Russes, on ne le sait pas aussi, développent du Apple russe, du Google russe, du Facebook russe, même si ça marche pas très très bien, il paraît, mais il y a tout ça auquel nous n'avons pas accès et dont nous ignorons tout. Je suis allé voir un groupe de rock progressif russe dans une très belle salle, un groupe de Saint-Pétersbourg. C'est de très bonne qualité. Ça ressemble un peu à du Gilad Atzmon, en moins jazzeux et peut-être moins. Bon, je ne vais pas employer de mots ambigus, mais c'est plus rock'n'roll et ça vaudrait le coup de diffuser en France, de même qu'on ne voit jamais les films russes grand public. Je parle pas des films de dissidents à la con, je parle des films de guerre, des polars, etc. On gagnerait, et c'est presque un travail à faire, à montrer ici, à faire tomber en réalité le rideau de fer culturel qui est total, hein, parce qu'on nous parle de chute du rideau de fer en 89, je crois. En réalité, il y a un rideau de fer total qui est maintenu envers la Russie, surtout depuis qu'elle s'est redressée. En fait, on nous montrait beaucoup plus la Russie du temps des voyous et des oligarques. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, j'ai proposé une analyse de la prise du pouvoir de Poutine aux Russes même, parce que j'ai rencontré des intellectuels russes qui ne l'avaient pas pensé et qui l'ont validé. Je vais garder un peu de suspense. Je vous la balancerai tout à l'heure. Xavier ? Et la jeunesse russe, comment l'avez-vous trouvée par rapport à la jeunesse parisienne, même si c'est pas homogène? Toujours aussi belle, j'imagine. Alors oui, première remarque. C'est la première fois, moi, qui vis à Paris beaucoup. Chaque fois que j'ai voyagé à l'étranger, il n'y a pas de femmes plus belles que les parisiennes. La seule fois où je peux dire que on est largement concurrencé, c'est à Moscou. La Russie entière, je sais pas. Cet empire est immense. Mais en Russie, à Moscou, il y a des très belles femmes. Alors le morphotype, c'est l'inverse de la brésilienne. La brésilienne est basse sur pattes, avec un gros cul et un jean taille haute pour compenser des petits seins. Selon nos critères de beauté, elle est vraiment en dessous de la moyenne, puisqu'en fait, c'est l'union du peuple le plus laid d'Europe, qui sont les et du peuple le plus laid d'Afrique, qui sont les hein, là, je me fais encore des amis. Tu vas faire un mille. Oui, mais il faut être politiquement correct, comme dirait Trump, il y en a marre. Hein. Et en Russie, il n'y a pas de politiquement correct. Hein, je vous le dis tout de suite. Là-dessus, ça fait du bien. On respire. Alors la belle russe, parce qu'il y a beaucoup de belles filles russes, à Moscou, elles sont très longues sur jambes, avec des jambes très fines, souvent, magnifiques jeans, et des belles fesses et des petits visages par rapport à la Hongrie où les Hongroises ont un côté chevaline un peu. Elles ont des petites têtes, ce qui est le signe d'une élégance chez les femmes. Le petit volume de tête, longue, c'est-à-dire grande, avec des grandes jambes, des belles jambes. Alors elles sont très adeptes du talon haut. Hein. Elles mettent très en avant leurs chevilles et leurs mollets. Et elles ont souvent des belles fesses. Il y a vraiment des très jolies femmes à Moscou. Et j'ai rencontré, on va le dire, plein de Français expatriés là-bas qui m'ont tous dit reviens, reste, qu'est-ce que tu te fais chier en France. Et il y a beaucoup de couples. Le Français qui s'expatrie épouse une Russe. Hein. Il commet pas la bêtise de ramener une bobo. Une Charlie d'ici. Hein. Et ça fait plaisir de savoir que toutes ces belles femmes, depuis Poutine, cessent d'enrichir les couloirs pourris de la pornographie. Puisque, ouais, ça c'était plus la Hongrie et les pays satellites que la Russie. Il y a eu pas mal de Russes avec Alcina quand même. Ça commençait, quoi. Ici, à Paris, il y a eu des Russes qui se prostituaient. Oui, d'ailleurs, souvent, les réseaux étaient organisés par ce cinéaste russe, qui n'était pas que russe d'ailleurs, qu'on nous avait vendu à l'époque, qui faisait des films de propagande. J'ai oublié son nom, mais j'avais été invité dans un espèce de château qu'il avait racheté au rabais, et c'était plein de putes. J'avais été très très choqué. Je vais pas dire son nom, mais c'était le cinéaste qu'on nous vendait au moment de l'effondrement de la Russie et qui vivait en France. Hein. Mais il n'était pas que russe, hein, comme toujours. Hein. Il avait la double appartenance et la double éthique. Voilà, oui, c'est comme ça qu'on va dire. Donc oui, la jeunesse russe, c'est pareil, assez moderniste entre guillemets, mais il y a une vraie fierté de la culture russe traditionnelle. J'ai été invité aussi à un baptême orthodoxe. Et là, c'est pareil, comment on les appelle, les popes, les prêtres russes sont habillés, comment dirais-je, à l'ancienne. Hein. Ils ont l'équivalent de soutane, souvent les cheveux longs, avec une barbe. Enfin, ils ont un look, quoi. Il y a quelque chose qui force le respect. Les églises sont entretenues.
Alors les monuments publics sont, que ce soit les monuments culture ou religieux, sont magnifiques à Moscou. Je vous dis pas aussi le Kremlin, quoi. Là, on voit que ce qui fascine Paris pour les étrangers, c'est le côté maison de poupée. C'est au niveau de l'échelle, ça peut même être un peu angoissant. C'est immense, Moscou. Ouais. Vous voyez le Kremlin, c'est énorme. Et puis c'est flamboyant, quoi. Les couleurs, la muraille, l'église d'Ivan le Terrible, etc. Ça vaut enfin, on se gargarise avec Versailles, les Invalides, etc. Tout ça est très beau, hein, le classicisme français. Mais les Russes n'ont pas de complexe à avoir. Hein. Moscou est une ville impériale. Déjà, j'avais été impressionné par Budapest. Je parle pas de Vienne, mais Paris, c'est Paris village en fait. Hein, ce qui plaît à Paris. L'équivalent du centre Beaubourg ou pas quand même, parce qu'on a ça quand même. Non, ils ont plein des tas de trucs comme ça. C'est joli. Et puis ils ont. Je plaisantais là. non, mais moi je trouve que Beaubourg c'est une seule réussite. Ah bon, c'est vrai. Oui, je trouve ça très beau. Ouais. Parce que c'est la volonté de Pompidou et que Pompidou avait du goût pour le moderne. C'est pas les trucs de Mitterrand qui sont des erreurs et des catastrophes architecturales systématiques. L'Opéra Bastille étant l'exemple absolu de la merdasse totale. Mais Beaubourg, c'est qu'il y a un vrai projet, il y a un vrai parti pris, et c'est un succès mondial parce qu'au moins il y a un parti pris architectural. Mmh. Le pire, c'est quand il n'y a pas de parti pris, comme a été à l'époque le Palais des Congrès qui a été restructuré heureusement. En architecture, on est très mauvais pour des raisons de corruption politique, hein. Parce qu'on choisit toujours le projet qui fait l'unanimité entre les décideurs, ce qui est vraiment le même principe qu'en littérature. Quand vous voulez mettre tout le monde d'accord pour un prix littéraire, vous prenez le roman qui déplaît le moins possible, c'est-à-dire celui qui a le moins de contenu, de sang, de point de vue, de radicalité, quoi. Donc, faut comprendre ça. Non, Moscou, ville impériale magnifique, bien entretenue, tout marche. L'internet marche incroyablement. Il y a de l'internet partout, haut débit. Là-dessus, ils sont dans la modernité. Et la jeunesse russe est à la fois tournée vers l'Occident, il n'y a pas de problème, hein, il y a une pénétration américaine évidente comme chez nous, mais en même temps une fierté et un ancrage dans leur culture orthodoxe impériale russe que malheureusement qui correspond peut-être à ce que pouvait être l'équilibre de la culture française entre tournée vers l'Occident mais fière d'elle-même sous De Gaulle. Vous voyez, je pense que les yéyés. Non, mauvais exemple. Virez, toi. Non, mais du temps de De Gaulle, on voyait bien qu'il y avait une ouverture vers l'Ouest et en même temps une certitude de ce que c'était que la France. Ouais. Ça n'a fait que... C'est les films d'Audiard, quoi. Voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça.